Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Merci de suivre le journal de ce 27 février 2023 dont voici le sommaire. Malgré ses discours de lutte contre la corruption, les plus proches collaborateurs du président Ndayishimiye s'enrichissent illicitement. Dans ce journal, vous suivrez le cas du chef d'état-major burundais, le général Niyongabo. Le directeur de la prison d'Ongodi devrait être poursuivi. Il y a 3 jours, un détenu est mort après lui avoir refusé l'accès aux soins de santé. Et des centaines de Burundais récemment rapatriés de l'Ouganda ont repris le chemin de l'exil. Ils disent fuir l'insécurité et la persécution. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Je vous l'avais dit au début, les propos du président Evariste Ndayishimiye contrastent avec ses actions hostilières de la lutte contre la corruption et les malversations économiques. Cela s'explique par certaines actions menées par ses proches collaborateurs qui semblent s'enrichir illicitement, voire même des blanchiments d'argent. Les actions menées par l'actuel chef d'état-major de l'armée, Prime Niyongabo, font partie des illustrations de ces actions menées par les proches collaborateurs du président de la République. Plus de détails avec Eloge Divin, les méchants. Le président Evariste Ndayishimiye a parlé de l'existence des individus qui détournent les deniers publics mais n'a jamais dévoilé leur nom. Certains de ses proches indiquent que le numéro 1 burundais et certains hauts gradés des corps de défense et de sécurité sont tentés de mener des actions susceptibles de fragiliser l'économie du pays. L'exemple est cité par nos sources et celui d'un des proches collaborateurs du président Ndayishimiye, en l'occurrence le lieutenant général Prime Niyongabo. Il est l'actuel chef d'état-major de l'armée burundaise. En date du 1er décembre 2022, ce haut gradé de l'armée burundaise a pu sortir du pays avec une somme de plus de $200,000, violant par cette occasion la loi qui stipule que personne ne peut sortir du pays avec une somme de $10,000 sur lui. Un fait qui, malgré les agitations qu'il a causées à l'aéroport Melchior Ndadaye, a été automatiquement jeté dans les oubliettes. Qui plus est, cet officier de l'armée burundaise est en train de faire actuellement des activités économiques douteuses qui laissent penser au blanchiment d'argent en cours, indiquent certaines sources. Ces dernières précisent que la majorité de ces activités économiques sont enregistrées sous le nom de Chantal Bizeye, qui est l'épouse du lieutenant général Prime Niyongabo. À côté de l'hôpital Semseka, que le chef d'état-major burundais a acheté à un montant de plus de 2 milliards, cet officier possède également une microfinance dénommée Eden, située à mairie de Bujumbura, plus précisément au boulevard de la RDC. Cette institution financière a démarré ses activités en 2019 avec un capital estimé à 1,5 milliard. Après plus de 3 ans, cette institution financière possède des biens estimés à plus de 7 milliards par référence aux maisons et parcelles qu'il a déjà achetées près de la BRB en zone de Lohero sur la route dénommée Avenue de l'Amitié. Il s'agit de la planification, j'en sais quelque chose. Moi, je peux créer une banque avec l'argent de trésor public en vue de cumuler des intérêts. Dès lors que je sais qu'il y a une politique de refinancement, je m'octroie un crédit énorme et je dis à la Banque centrale de refinancer le crédit. C'est comme ça qu'on voit des gens avec des crédits en termes de milliers de milliards. Quand sa banque s'effondre, et c'est tout l'argent public qui part avec, quand on demande à ce genre de personnes de faire le contrôle, ils vous prennent pour un malade mental. Les informations en possession de la RPA révèlent que le conseil d'administration de la microfinance Eden est présidé par l'épouse du général Prime Niyongabo. Vous saurez également que cette microfinance est en train d'ériger un bâtiment en étage de 6 niveaux qui abritera une nouvelle banque appartenant à lieutenant général Prime Niyongabo selon toujours nos sources et qui portera l'appellation d'Eden Bank. L'alimentation destinée aux détenus au Burundi n'est pas suffisante ni complète, précisent des médecins.
Dr Pierre Claver Hadjayandi montre que non seulement la quantité est très minime, mais aussi les catégories d'aliments servis à ces détenus contiennent peu de matières nutritives nécessaires chez un être humain. Suivez le Dr Pierre Claver Hadjayandi. Abanyororo bahabwa ku munsi umwe amagrama 350 akaba afise tuvuge nk'imetero imwe. Chaque jour, un prisonnier reçoit 350 grammes de haricots et 350 grammes de farine. Ce que nous devons tous savoir est que partout au monde, un adulte, disons, de 18 ans, ayant 1,70 m, a besoin par jour de 4000 calories. Un adulte inactif. Alors, qu'en est-il de cette ratio destinée aux détenus? Les recherches montrent que dans les 350 grammes de haricots, il y a 1194 calories. Et dans les 350 grammes de farine, il y a 1274 calories. C'est un total de 2368 calories. C'est-à-dire la moitié des calories dont un adulte inactif a besoin par jour. Zirimwo kilokalori 1274. Nikunda kuba muri ivyo bifungurwa vyose usanga hari isukari ingana n'amagrama 218. Pour ce qui est de la composition nutritive, le haricot comporte 76 grammes de protéines, 218 grammes de sucre et 21 grammes de graisse. Dans la farine, 3 grammes de graisse, 267 grammes de sucre et 36 grammes de protéines. Les vitamines sont presque inexistantes. Ces aliments comportent très peu de vitamine B qui fortifient les os. En peu de mots, cette alimentation n'apporte rien aux détenus. Bivuga ngo ivyo bifungurwa nta kamaro bifitiye abo banyororo na gatoyi. Cette alimentation n'est pas sans conséquence sur la santé de ces détenus. Dr Hadjayandi relève les maladies qui guettent ces prisonniers qui risquent même la mort. Ico bikora bibabuza guhwera buno nyene mugabo ntibibabuza gupfa babiriye iminsi myinshi impuzu zikagenda zirabakorokana mu nyuma. Ces aliments les tuent à petit feu. Ils sont faibles et leur corps n'ont plus d'1 minute. La première maladie, c'est le kwashiorkor et ils ne reçoivent pas suffisamment de protéines. Il y a aussi l'inanition. Ils perdent beaucoup de poids. Ils s'affaiblissent progressivement jusqu'à la mort. Donc, nous ne serons pas étonnés de les voir mourir de faim. Ils n'ont pas de force car ils mangent peu de calories. Plus grave, nous apprenons qu'actuellement, la ratio a été réduite de moitié. En peu de mots, ils sont en train de les tuer par la faim et toutes sortes de maladies. La tuberculose, la malaria, la fièvre typhoïde, les mycoses et différents virus, dont le Covid. Ils attrapent plusieurs maladies car leur corps ne peut plus se protéger. Cette mauvaise alimentation telle que qualifiée par les médecins n'est plus donnée chaque jour. Dans certaines prisons, les détenus peuvent passer 2 semaines sans rien recevoir. Et tant qu'on parle des informations concernant les détenus, les responsables des maisons pénitentiaires doivent toujours considérer les prisonniers comme des êtres humains et respecter leurs droits les plus fondamentaux. Réaction d'un défenseur des droits de l'homme et secrétaire exécutif du FOCODE. La réaction est consécutive à la mort la nuit de jeudi dernier d'un détenu à qui on a refusé le droit d'aller se faire soigner à l'extérieur de la prison de Godi. Maître Janvier Bigilimana indique que des enquêtes devraient être menées et que le responsable de cette prison soit traduit en justice. Il ajoute également que la famille doit réclamer des indemnités. Le cas de décès d'un citoyen qui était en prison d'Ongozi est un scandale de plus au sein de la justice burundaise. Il est dommage qu'un citoyen qui était détenu, donc qui était dans les mains des services de l'État, puisse décéder sur base d'une négligence coupable de la part des autorités de la prison d'Ongozi. En effet, s'il est vrai qu'un citoyen détenu ne peut pas exercer toutes ses libertés, notamment la liberté de mouvement, il y a des droits qui restent intacts, notamment le droit à la vie. Personne n'a le droit d'ôter la vie à une personne détenue. La personne détenue reste un être humain
qui doit être protégé, notamment qui doit accéder aux soins de la santé et aux autres droits élémentaires pour que sa vie soit maintenue intacte. Dans le cas d'espèce, nous constatons encore une fois que sur base d'une négligence de la part des autorités en charge de cette prison, cette personne avait sollicité de se faire soigner, mais n'a pas eu le droit d'accéder aux soins de santé et elle en est décédée. Donc c'est une infraction grave. Nous considérons que c'est un meurtre peut-être qui n'est pas directement prémédité, mais des enquêtes judiciaires devraient être menées pour que le coupable ou les coupables soient sanctionnés avec rigueur et conformément à la loi. Deuxièmement, il s'agit d'un cas où des irrégularités avaient été commises parce que la personne qui est décédée ne devait pas être en prison. Nous pensons que là aussi, un certain nombre d'infractions qui ont été commises et qui devraient être sanctionnées pour que dans le futur, pour l'intérêt de la population, notamment pour l'intérêt des personnes qui sont détenues, de telles fautes ne soient pas encore commises, et si elles sont commises, il faut qu'elles soient sanctionnées exemplairement, parce que les agents de l'État, que ce soit les agents de la justice, sont là pour servir la population, mais la prison ne devrait pas être un abattoir humain, donc son cas est déplorable. La famille qui a été endeuillée devrait être indemnisée complètement par l'État parce que son décès est arrivé sur base d'une négligence, d'une faute qui a été commise par des agents de l'État. Ce détenu à qui on a refusé le droit d'aller se faire soigner, qui est mort par après, était nommé Zeferin Nakilutimana. Il avait bénéficié de la liberté provisoire, mais n'a pas été libéré. Et les détenus de la prison centrale de Bubanza dénoncent les actes de maltraitance et de violation des droits humains dont ils sont souvent victimes. Ils accusent le directeur de cette prison carcérale, certains représentants des prisonniers communément appelés généraux, de les rançonner et de mener des opérations de fouille en violation de la loi régissant les droits des prisonniers. Le point avec Onésime Dushimagidze. Plusieurs actes de violation des droits humains se commettent à l'endroit des détenus de la prison centrale de Bubanza. À part qu'ils sont souvent privés de la nourriture, ces prisonniers déplorent les actes de maltraitance commis par le directeur de la dite maison carcérale, Emile Ndouayo, en collaboration avec les représentants des prisonniers qu'il s'est choisi lui-même. Ces derniers sont notamment un certain Jean Bosco Carenzo, le prénommé méthode Calixte Buregeya, Antoine et le nommé Cécile Wimbabadzi, tous natifs de la commune Musigati, la commune native du directeur de cette prison. Selon les informations provenant de la prison centrale de Bubanza, ces représentants des détenus communément appelés généraux ont le privilège de sortir de la prison comme ils le souhaitent et rentrent dans un état d'ivresse pour malmener leurs co-détenus. Ils donnent l'exemple du 19 février 2023, quand le prénommé méthode a procédé à une opération de fouille dans les locaux des femmes, en violation de l'article 52 du règlement des prisonniers, selon lequel la fouille des prisonniers doit être effectuée par un personnel qualifié de même sexe que le détenu. Il donne un autre exemple du 26 février 2023, car la même méthode, en compagnie du général Buregeya, ont enfermé durant toute la journée certaines femmes détenues. Ces dernières n'ont pas pu préparer la nourriture pour elles et pour leurs enfants en violation de l'article 40 du même règlement pour des raisons non encore connues. En plus de ces actes de maltraitance, ces détenus de la prison centrale de Bubanza dénoncent le phénomène de rançon dont ils sont souvent victimes. Ils précisent que celui qui possède un petit téléphone mobile doit payer entre 10 000 et 30 000 francs burundais. Celui qui est en possession d'un téléphone Android paye entre 60 000 et 100 000 francs burundais. Et en fait, les nouveaux venus doivent payer entre 60 000 et 100 000 francs burundais en fonction de la catégorie sociale des nouveaux détenus. Ces prisonniers demandent qu'ils soient représentés par des détenus qui sont choisis par les prisonniers eux-mêmes en tenant compte de l'équilibre ethnique et en veillant à ce que tous les détenus soient représentés en fonction de leurs provinces et communes d'origine.
Il demande également de couper court avec ce phénomène de rançon, qu'il soit nourri conformément à la loi et que cette mesure carcérale soit désengorgée. Merci à toi Onésime Dushimagidze, toujours droit de l'homme. La famille de feu Clovis Koliciza, dont le corps a été retrouvé il y a plus d'un mois en commune Matana de la province Bururi, demande de la lumière sur cet assassinat. Elle déplore le fait que les autorités administratives et policières qui ont le dossier en main se sont jusqu'à présent réservées de tout commentaire sur le cas. Pire encore, certains proches de la victime auraient également subi des menaces. Suivez un des proches de la famille du défunt. Après avoir constaté que l'administrateur communal ainsi que l'officier de la police judiciaire ne veulent pas les écouter, les membres de la famille n'ont pas voulu demander à ces autorités quoi que ce soit à propos de cette mort. En d'autres termes, la famille a été abasourdie face au comportement de ces personnalités. Ils ont vu qu'ils commençaient à être menacés et ont préféré garder le silence et ne pas retourner auprès de ces autorités pour ne pas s'attirer d'autres ennuis. Ces autorités disent qu'il s'est suicidé, mais les blessures que présentait le corps démontrent le contraire. Si on analyse bien les circonstances de cette mort, il est très clair que les autorités administratives sont impliquées. Premièrement, après la découverte du corps, ils l'ont conduit à l'hôpital et l'administrateur a indiqué que les causes de cette mort seront uniquement communiquées à la famille. Quand nous sommes arrivés, les administratifs nous ont difficilement donné le corps. Ils ont même refusé de nous donner le certificat de décès pour qu'on puisse l'amener ailleurs où on peut pratiquer l'autopsie. Nous demandons à ce qu'il y ait des enquêtes pour que les responsables soient démasqués. Et en sécurité, la rédaction de la RPA a pu répertorier 6 personnes tuées au cours de la semaine écoulée. Ces crimes ont été commis dans 5 provinces. Elvis Nyomongele. Parmi ces personnes tuées au cours de la semaine écoulée, 2 sont de la province de Gitega. Le premier, un certain Révérien Dabuchimana, âgé de 20 ans. Son corps a été retrouvé à son domicile sur la commune Chichwa, zone et commune Bgendana, jeudi dernier. La personne soupçonnée d'avoir commis son crime a fui. La deuxième personne assassinée en province de Gitega est une fille âgée de plus de 20 ans. Son corps a été découvert dans un boisement de Caribtis situé sur la colline Gitega, zone et commune Bgendana, mercredi dernier. Nos sources à Bgendana indiquent que la victime a d'abord été violée avant d'être sauvagement égorgée par des malfaiteurs non identifiés. La victime n'a pas non plus été identifiée. Les administratifs ont donné l'ordre de l'enterrer le corps sans toutefois faire des enquêtes. En province de Bururi, un certain Meras Nkurunziza, âgé de 40 ans, a été retrouvé mort sur la colline Ruhinga de la commune Mugamba vendredi dernier. Selon nos sources à Mugamba, la victime a été poignardée à l'aide d'un couteau au niveau du cou par des inconnus. Meras Nkurunziza habitait sur la commune Kiyange en commune Gisozi, province Mwaro. Mardi dernier, un certain Pierre Misago, surnommé Dakudia, a été poignardé à l'aide d'un couteau sur la colline Mweya, commune et province Kirundo. Nos sources à Kirundo indiquent que la victime était recherchée par des imbonerakure qui l'accusaient d'être sorcier. Le même jour de ce mardi, une jeune fillette a été retrouvée morte dans la vallée qui sépare les collines de Kinazi et Rugari, commune et province Muyinga. Nos sources à Muyinga disent que la victime a été égorgée par des personnes qui n'ont pas été identifiées. Cette jeune fille était en train de puiser dans cette vallée. La dernière personne assassinée qui a été répertoriée par la RPA est de la mairie de Bujumbura. Il s'agit d'un certain Ferdinand Kuriyo, originaire de la colline Kivoma, en commune Nyabihanga, de la province Mwaro. Son corps a été retrouvé en solier du travail sur l'avenue Muyinga, en zone de Ferro, lundi dernier. La patronne a indiqué qu'à son départ de son domicile, cette personne était bien portante. Les auteurs du crime restent toujours inconnus. L'ancien marché central de Bujumbura sera réhabilité au cours de cette année 2023, c'est ce qu'a indiqué le Premier ministre Gervais Ndirakobucha lors de la présentation du bilan semestriel du gouvernement ce jeudi devant le Parlement. Nous sommes en train de traiter la question relative à la réhabilitation du marché central de Bujumbura.
Et nous pensons que sa rénovation va démarrer avant la fin de l'année en cours, sinon ce serait la honte pour le pays. Nous sommes en train d'organiser des réunions avec tous les concernés. Je pense que d'ici peu, vous verrez des gens qui commenceront à évacuer les immondices aux alentours de l'ancien marché. Et le Premier ministre Gervais Ndirakobucha a également répondu à la question liée à la carence permanente du carburant dans le pays. Le problème de carburant est lié à la distance. À la moindre erreur, tout peut être chambardé. L'explication que je peux donner sur ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu un problème avec ceux qui devaient contrôler l'entrée du carburant commandé. Parce que nous avons demandé qu'on nous apporte du carburant et on nous a répondu que tout le carburant que nous avions commandé avait déjà été récupéré, alors que c'était faux. Vous savez, même un petit retard d'embarquement à Dar es Salaam se répercute sur les chaînes d'approvisionnement ici chez nous. Alors le temps de refaire le comptage, c'est en ce moment qu'est survenu le problème là. Je peux vous dire qu'au niveau du gouvernement, nous avions décidé de commander ailleurs le carburant comme solution de rechange. En attendant, nous ne le souhaitons pas, mais c'est un problème qui peut survenir d'un moment à l'autre. Ça demande aussi les devises. Et demain, même si tu as ces devises, tu peux les envoyer et le destinataire te dit qu'il n'a rien vu. Il y a un autre problème, c'est le transport routier. Il y a une longue distance que les véhicules doivent parcourir. On n'a pas eu de problème avec le mazout parce que nous avons eu la chance. Le mazout a été acheminé chez nous par voie maritime. Et après, nous avons cherché un bateau pour nous amener l'essence, mais ça n'a pas marché. Tout ça ne dépend pas de nous. Cette carence de bateaux est liée à ce problème mondial de la guerre. Ces pays comme la Russie qui ont ces bateaux sont sous sanctions et n'opèrent pas aujourd'hui. C'était Gervais Ndirakobucha, le Premier ministre burundais. Parlant justement de la crise du carburant, la pénurie du carburant de type essence est toujours signalée dans la province Gitega, la capitale politique. Aucune de la vingtaine des stations-service enregistrées dans cette province n'en dispose maintenant. Même celui de type mazout commence à tarir. Les propriétaires des véhicules ne réclament que l'abondance de ce produit. Le point avec Eric Nyonzima. 3 jours successifs, voire plus, viennent de s'écouler sans aucune goutte d'essence dans la province de Gitega. Aucune station sur une vingtaine enregistrée dans cette province n'en dispose aujourd'hui. Au marché noir d'essence coûte entre 10 000 le litre, voire plus. Conséquence, le ticket de transport si taxi moto a été majoré de la moitié, c'est-à-dire qu'une course de 1 000 francs antérieurement est payée à 1 500 francs maintenant et celle de 2 000 francs antérieurement est payée à 3 000 aujourd'hui. Même chose pour le transport en véhicule qui consomme de l'essence. Exemple, Gitega Bujumbura aujourd'hui, c'est 20 000 au moment où antérieurement, c'était 10 000 francs en voiture Probox. Gitega Ngozi dans la même voiture, c'est entre 10 et 12 000 francs contre 8 000 d'antérieurement. Cela est même, le carburant de type mazout commence à manquer à certaines stations depuis environ 3 jours. Il y a même de certaines stations qui n'auront pas depuis une longue période, allant jusqu'à 1 à 2 semaines. Maintenant, ces quelques stations en disposent, mais la carence ne s'est pas encore fait beaucoup sentir car il n'y a pas encore de fuite de véhicules à sa recherche. Ainsi donc la population ne demande qu'une chose, la disponibilisation du carburant, tant de type essence que de type mazout. Merci Eric Nyonzima. Les habitants de la commune Nyanzarake et province Makamba dénoncent la mainmise de leur administrateur dans les dossiers incriminant les fraudeurs, ce qui favorise l'impunité. Le cas le plus illustratif est celui d'un commerçant du carburant de la place qui, à maintes reprises, a été pris en flagrant délit en train de détourner une grande partie de l'essence lui approvisionnée sans jamais être inquiété. Josiane Mouzaneza. Le commerçant en question s'appelle Ernest Minani dit Agripèche et est propriétaire d'une station-service de la place. Selon nos sources, après des jours et des jours de pénurie de l'or noir, les habitants de Nyanzalak s'étaient réjouis ce vendredi lorsque cette station-service a été approvisionnée en carburant de type essence, mais leur joie fut de courte durée, vu que presque tout le carburant reçu avait été subtilisé, comme en témoigne cet habitant.
Une fois la réception terminée, les pompistes sur ordre de leur patron ont commencé à remplir les fûts qu'ils avaient préparés à cet effet. Le lendemain matin, les policiers se sont pointés là-bas et ont procédé à une fouille. Ils ont découvert où ces pompistes avaient caché les fûts. Ils ont alors confisqué tout ce carburant et ont ordonné la fermeture de la station-service jusqu'à nouvel ordre. Ces policiers en question avaient été envoyés par le commissariat de Nyanza-Lac pour surveiller la distribution du carburant après la plainte reçue de la part de la population. Pourtant, les deux pompistes n'ont passé au commissariat que le temps de la rosée et ont vite regagné leur poste sur ordre du commissaire prénommé Jean-Claude, qui avait également ordonné la réouverture de la station-service, même si ce fut peine perdue car les pompes étaient presque à sec. Ce qui nous a beaucoup étonné, c'est que sur 3 véhicules ont été servis et le stock s'est vidé. Quant aux 2 pompistes, ils ont été relâchés. Et pour le moment, nous ne savons pas quel sera le sort réservé à ce trafiquant récidiviste dans le détournement du carburant réservé à la population. On aimerait que vous portez loin notre voix pour que les autorités puissent prendre en main cette question et, si possible, décident de rayer ce commerçant de la liste des distributeurs du carburant. Les informations en provenance de certains administratifs de Makamba font savoir que l'administrateur de la commune de Nyanza-Lac s'est beaucoup investi pour que ces pompistes soient relâchés, moyennant versement des pots de vin conséquents à cause de ses affinités avec le patron de la dite station-service, lequel se trouve être son partenaire dans la vente frauduleuse et illicite du carburant, une fraude qui lui a même valu la destitution par les membres de son conseil communal. C'était le 2 décembre dernier, une destitution qui n'a toujours pas été effective, plus de 3 mois après. À propos de ces accusations portées contre elle par ses administrés, la rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Marie-Gorée Telangunda, administrateur de la commune de Nyanza-Lac, pour recueillir sa réaction. Dans nos éditions ultérieures, nous vous parlerons de l'implication de cette autorité dans le vol des vivres destinés aux nécessités de cette commune, un vol qui a eu lieu le 15 courant. Poursuivons ce journal avec la page des réfugiés. Les réfugiés burundais du camp d'Unduta en Tanzanie sont maltraités. Alerte d'une des réfugiés qui fait savoir que s'ils sortent du camp pour chercher de quoi survivre et faire vivre leur famille, les hommes sont sévèrement tabassés et les femmes violées. Cela étant ainsi alors que toutes les activités génératrices de revenus, si minimes soient-elles, sont expressément interdites à l'intérieur du camp. Suivez cette réfugiée du camp d'Unduta. Les réfugiés d'ici rencontrent beaucoup de problèmes. Toute personne qui sort du cas, que ce soit les hommes, les femmes et les enfants, ils sortent en sachant qu'ils courent en grand âge car ils ne peuvent pas rester dans le cas pour mourir de faim. Vous savez qu'aucune activité n'est permise dans le cas. La ration qu'on nous donne nous aide à tenir que moins de 2 semaines. Les femmes qui sortent donc du cas sont violées du jour au lendemain et les hommes sont tabassés sérieusement et reviennent dans un état critique s'ils parviennent à échapper, sinon ils sont emprisonnés. Les femmes et les filles, elles, sont dans une mauvaise posture ces derniers jours. Vous savez qu'une femme, une fois violée, est touchée par beaucoup de choses, des maladies liées à ce viol et d'autres problèmes d'ordre psychologique. Ce que le gouvernement tanzanien nous fait en direct nous fait peur. Nous nous demandons pourquoi on nous traite comme des sauvages jusqu'à nous demandons ce que nous avons fait pour mériter ce sort. Imaginez-vous, ils nous suivent jusque dans les zones et villages pour s'assurer qu'aucune activité susceptible de sauver la situation n'est en cours. Et toujours en Nduta, 6 Tanzaniens poursuivis pour assassinat de 2 réfugiés burundais de ce camp ont écopé d'une peine de 15 ans de prison. La coalition des défenseurs des droits humains travaillant dans les camps des réfugiés CBDDH Vicar s'en réjouit, bien qu'elle demande que la Tanzanie fasse encore des efforts pour protéger les réfugiés burundais. La CBDDH Vicar demande à CED d'aider pour faire respecter les droits des réfugiés burundais. Je vous propose d'écouter Léopold Chalangabo, vice-président de la coalition CBDDH Vicar. Dans notre déclaration, nous avons d'abord salué cette décision parce que c'est la première fois qu'un citoyen tanzanien soit traduit en justice dans l'affaire de meurtre des réfugiés.
c'est bien sûr à saluer. Mais nous n'avons pas été satisfaits par ce verdict parce qu'il devrait être puni sévèrement. Normalement, en Tanzanie, celui qui commet le crime de meurtre est puni sévèrement par un prison à perpétuité. Mais vous voyez que ceux qui ont tué les réfugiés sont punis par 15 ans de prison seulement. C'est là d'ailleurs où réside notre inquiétude que peut-être ces criminels pourront plus tard être libérés. Nous pensons que le gouvernement tanzanien a voulu tout simplement calmer les voix qui avaient souvent demandé justice aux réfugiés burundais qui sont souvent victimes des actes de violation des droits de l'homme. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé au gouvernement tanzanien de cesser tous les abus contre les réfugiés burundais, que ce soit la tuerie, la détention arbitraire, la torture, sans oublier même le rapatriement forcé au Burundi. Nous l'avons aussi demandé de punir tous les crimes contre les réfugiés burundais, y compris même les crimes commis par les policiers et les services de renseignement tanzaniens. Nous n'avons pas oublié de demander au HCR de continuer à plaider en faveur des réfugiés burundais jusqu'à ce que leur sécurité soit garantie et demander au gouvernement tanzanien de cesser tous les actes visant à forcer les réfugiés burundais de rentrer. Nous l'avons également demandé de suivre de près les agents du HCR au niveau des camps, car il a été constaté que c'était des agents du HCR au niveau des camps ont manifesté leur soutien aux policiers qui malmènent les réfugiés, notamment en donnant à la police des informations concernant les réfugiés. Et enfin, je vous l'avais dit au début, plus de 300 Burundais rapatriés du camp de Nakivale en Ouganda sont retournés dans ce camp de Nakivale, actuellement sous statut de demandeurs d'asile. Ces Burundais disent fuir l'insécurité et la persécution. Dani Claire, il a trouvé. Ces demandeurs d'asile burundais sont à plus de 300. La source de la RPA au sein du camp de Nakivale en Ouganda indique qu'ils avaient été repatriés par le HCR au Burundi, mais qu'ils ont encore une fois fui le pays. La même source fait savoir qu'ils sont pour le moment en train d'être individuellement interviewés par la police ougandaise afin de savoir la cause de leur fuite. Ces demandeurs d'asile avaient été rapatriés au Burundi auparavant. Ils avaient eu peur de se présenter devant les services du HCR, mais pour le moment, ils sont en train d'être écoutés par le fils du Premier ministre OPM. Ils sont au nombre de plus de 300. Ils ont été bien accueillis par la police et l'OPM. La raison principale avancée par la plupart de ces demandeurs d'asile burundais est notamment les menaces qu'ils ont subies de la part des Imbonerakure au Burundi. Ils disent que la raison de leur retour à Nakivale est que le HCR n'a pas honoré ses promesses envers les réfugiés. Le HCR les promettait de subvenir à leurs besoins pendant une période de 6 mois, mais arrivés au Burundi, ils ont constaté qu'ils sont considérés comme tous les autres citoyens. La deuxième raison, ce sont les menaces qu'ils ont subies de la part des Imbonerakure qui les considéraient comme des lâches et qui les obligeaient d'intégrer le parti au pouvoir CNDD-FDD. Cependant, ces 300 demandeurs d'asile affirment que les agents de l'office du Premier ministre OPM semblent comprendre leur situation et qu'ils ont l'espoir que les requêtes seront approuvées. Merci à toi aussi, Dani Claire. Il a trouvé. Et voilà, nous arrivons à bon port. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe qui a contribué pour la production de ce journal. Au micro, vous étiez avec Inès Kakiza. Excellente soirée chez vous.